que vous soyez ici même avec nous dans la salle ou en virtuel. Mon prénom est Milisa Alili. Je travaille pour l'INM, une organisation sans but lucratif et indépendante qui a pour mission d'encourager la participation citoyenne aux affaires publiques. J'agis à titre de ressource externe et impartiale comme maîtresse de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement des échanges. Je souhaite mentionner que la séance d'information est filmée et enregistrée, qu'elle sera disponible par la suite dans les prochains jours sur la page web projetlignebleu.info. La soirée d'information se déroulera en français, mais les participants et les participantes qui souhaiteront poser leurs questions en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address your question in English, you are welcome to do so. L'objectif de la séance d'information de ce soir est de vous présenter le projet Ligne Bleue, plus particulièrement l'implantation de la future station Lacordaire. Beaucoup d'informations vous seront partagées ce soir. Je ne doute pas que plusieurs d'entre vous seront interpellés par le démarrage des travaux. Sentez-vous à l'aise d'exprimer vos préoccupations et votre curiosité par rapport à tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on est là pour vous entendre. Voici comment se déroulera la séance d'information de ce soir. Elle débutera par une présentation PowerPoint par les représentants du projet Ligne Bleue d'une durée environ 35 minutes et sera suivie par la suite d'une période de questions. La rencontre sera d'une durée approximative de 2 heures et elle devra se terminer au plus tard à 21 heures ce soir. Au cours des derniers jours, plusieurs d'entre vous nous ont transmis des questions en vue de la séance via le formulaire d'inscription et beaucoup de ces réponses vont être apportées à ces questions, seront couvertes pendant la présentation. Les autres seront abordées tout au long de la période de questions. Ici présents 2 représentants du projet Ligne Bleue. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. David Chartier, directeur construction, ainsi que Mme Sarah Bédard-Giglioni, directrice de projet. Des représentants des partenaires de projet sont également présents avec nous, soit des représentants de l'arrondissement de Saint-Léonard, ainsi que des services centraux de la ville de Montréal. Avant de débuter la présentation, je souhaite rappeler quelques règles pour le bon déroulement de la soirée. Nous vous demandons de mettre vos cellulaires en mode vibration, d'attendre à la période de questions pour poser vos questions. Pour les gens qui nous suivent plutôt via la plateforme Teams, vous pourrez envoyer tout au long de la séance vos questions par l'onglet indiquant Q&R. Elles seront posées lors de la période de questions, la STM ayant fait le choix d'une séance hybride permettant d'accueillir des personnes en ligne également. Il ne sera toutefois pas possible d'ouvrir votre micro ou votre caméra pour prendre la parole. Enfin, dans le but d'échanger dans un climat agréable et constructif, je vous propose qu'on se responsabilise tous et toutes pour faire preuve d'écoute, d'ouverture et de participation respectueuse. Maintenant, je laisse la parole à M. David Chartier, directeur construction. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente David Chartier, directeur construction pour le PLB dans son ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler plus, moi, de la portée PLB, donc prolongement de la ligne bleue, et Sarah va vraiment être pour le secteur Lacordaire. Pour commencer, le prolongement de la ligne bleue, donc c'est-à-dire le rôle du bureau de projet, c'est la STM qui a été mandatée pour exécuter les travaux. Donc, on a mis sur pied un bureau de projet qui exécute les travaux, donc autant la conception que la réalisation. On agit aussi en tant que donneur d'ouvrage, donc c'est à travers la STM qu'on octroie les contrats de construction des différents éléments. Et en plus de ça, on s'occupe de la maîtrise d'œuvre, donc de la santé et sécurité sur l'ensemble des chantiers de construction pour le prolongement de la ligne bleue. Le prolongement de la ligne bleue regroupe 5 partenaires, c'est-à-dire le MTMD, Ministère des Transports et Mobilité durable, la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, la RTM, l'Agence régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal, ainsi que la STM. Ils prennent des décisions, ces 5 partenaires-là, de façon concertée pour aller dans les meilleurs intérêts du prolongement. Présentement, le bureau de projet qui exécute la conception, on a beaucoup finalisé de conception. Donc, toute la conception a été faite en amont. Une bonne partie de tous les travaux qui sont en train de s'exécuter est terminée. Il nous reste de la conception à faire pour les stations à venir. On fait aussi toutes les activités qui vont amener jusqu'à l'exploitation. Donc, jusqu'au moment où est-ce qu'on va remettre
les clés, en fin de compte, à la STM pour qu'ils l'exploitent. Donc, jusqu'à temps qu'il y ait un premier passager dans le train, ça va être vraiment le bureau de projet qui va s'occuper des activités. C'est nous qui sommes avec la communauté locale, qui avons toutes les discussions. On est aussi lié avec les adjudicataires, donc les entrepreneurs qui vont exécuter les travaux, ainsi que le lien avec les médias. Nous, le bureau de projet, on collabore avec la STM propriétaire, puisqu'après ça, c'est eux qui vont opérer. Donc, on s'assure que les éléments qu'on va leur remettre est à leur, on va dire, à leur goût, on va le dire comme ça. Même chose pour les deux terminus qu'on va remettre. Donc, il y a un terminus à P9 et un terminus à Anjou. Ça va être l'ARTM qui va les exploiter au final. Le prolongement, ça fait des années qu'il est attendu. Je pense que je suis un peu plus vieux que la première promesse qui a été faite. C'était en 1980 environ. Donc, c'est attendu depuis très longtemps. Ça va améliorer de beaucoup la mobilité dans le secteur. Ça va amener une intermodalité avec le SRB et en même temps avec les deux terminus que j'ai nommés. On va aussi emmener un nouveau développement économique, c'est-à-dire une rigueur autour du développement économique et urbain dans le secteur. Et en plus de ça, toutes les stations et tous nos éléments qu'on met en place, ils sont là pour une accessibilité universelle. Donc, les trottoirs sont pensés, ascenseurs, etc., pour que ça soit ouvert à tout le monde. Aussi, on a un souci du développement durable, donc vraiment les critères du développement durable est intégré dans nos appels d'offres, dans nos constructions. Le prolongement, il va emmener quand même 16 000 nouveaux passagers, de nouveaux passagers dans le réseau du métro. Et au total, c'est 68 000 personnes par jour qui va déplacer dans ce secteur-là. Ce qui est important de voir, c'est que de Anjou à Saint-Michel, en métro, ça va être 8 minutes. Comparativement à dans le passé, en auto, on parle de 20, pas en auto, en autobus, on parle de 20 à aller à un temps presque indéfini, tout dépendant du trafic qu'il y avait. Présentement, le prolongement, il s'exécute à partir de la station P9 et on va aller jusqu'à la station Anjou. L'accordaire est votre station future. Donc, c'est 5 stations. Et on va avoir 2 terminus tels que montrés sur la carte. Le tunnelier, donc le creusement du prolongement, va s'exécuter à partir de P9 et on a un petit bout à faire de travaux avec d'autres méthodes à partir de Michel-Ange, puisque l'ancien métro de la ligne bleue arrêtait à Michel-Ange. Les différents points qu'on voit en bleu pâle sont les structures auxiliaires. Donc, à chaque fois, entre 2 stations, on a une structure auxiliaire qui est un endroit où est-ce qu'on fait de la ventilation du métro, on fait aussi du recalibrage de nos éléments électriques et on fait aussi du pompage des eaux souterraines puisque c'est nos points bas entre deux éléments. En plus de ça, ça sert aussi de sortie d'urgence s'il viendrait qu'avoir une évacuation des trains, ce qui est très rare dans le métro. À partir du secteur Anjou, on peut voir qu'il y a des trains en gris un peu plus pâle. Ça, c'est la portion des garages souterrains. On amène des nouveaux trains, on rallonge les lignes, donc il faut avoir des endroits pour garer nos trains durant la nuit et les réparer. Donc, à cet endroit-là, on a plusieurs voies qui vont être souterraines, qui vont venir garer une dizaine de trains environ. Et en plus de ça, l'entretien va être fait dans ce secteur-là. À la station Anjou, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On va avoir un édicule, donc un bâtiment STM, donc de station, de chaque côté de la 25 qui va amener en plus de ça un certain désenclavement de ce secteur-là. Et pour la station P9, on a un deuxième édicule du côté ouest, ce qui va aider aussi à toute l'intermodalité avec le SRB P9, en plus de ça, sur P9, on a un îlot central accessible par les souterrains. Le tunnelier, à partir de la station P9, va se promener dans des profondeurs entre 18 et 40 mètres de profond. Le secteur qui vous touche, donc à l'accordaire, la station va être à 21 mètres, mais on va avoir la SO4 de la Visanelle, qui est la plus profonde de notre nouveau secteur, qui va être à 40 mètres. C'est toujours par rapport à des enjeux de capacité du roc, etc. Donc, c'est pour ça que nos profondeurs y jouent d'un endroit à l'autre. Au total, nos stations, entre 17 et 40 mètres de profond.
On a 8 km de tunnel au total avec le garage, donc c'est environ 5,5 km de tunnel qu'on appelle commercial, donc que les usagers vont pouvoir franchir à partir de Saint-Michel jusqu'à Anjou. Le restant, c'est des tunnels de garage. On a fait des centaines de forages pour bien connaître notre roc et notre infrastructure pour s'assurer qu'au moment où est-ce qu'on lançait les travaux, on n'arrêtait plus. On n'allait pas avoir de surprises, ou les surprises, on allait en avoir le moins possible. Donc, les zones où est-ce qu'on avait des doutes, on est allé faire des forages supplémentaires puisque tous nos travaux sont souterrains. À ça, c'est des centaines de milliers de mètres cubes de béton. On va avoir 28 km de rails. On va avoir au-dessus de 2000 travailleurs à un certain moment qui vont être sur nos 15 sites de façon distribuée. Donc, il n'y aura pas un site que tous les travailleurs vont être là. Ils vont être sur plusieurs sites, on va avoir des sites à partir de Saint-Michel qui vont aller jusqu'à l'autre bord de la 25 et même de la 40 par rapport à nos sites. Donc, c'est quand même étendu sur un grand parcours. Sur le terrain, on voulait mettre quand même, parce qu'il y a quand même des grandes barricades, donc on voulait montrer un peu comment ça avançait. Le site P9 étant le site qui est le plus avancé, on peut voir déjà qu'il y a une excavation d'environ, je vous dirais, 8 mètres de profond. On arrive au roc dans les prochains jours, donc on va commencer à forer le roc pour vraiment faire l'excavation de la station pour descendre, aller jusqu'à nos tunnels. Donc la station P9, c'est la plus avancée. Qu'on a débuté environ au mois d'octobre à excaver. Station Vio, on est un peu moins avancé parce qu'on a on avait déjà là des RTU, donc des réseaux de techniques urbains, donc aqueducs, belles, etc., à déplacer qui nous restait à faire encore. Pour le secteur Lacordaire, on a commencé vraiment sur le site. On est en train de finaliser notre mobilisation, puis Sarah va venir vous l'expliquer tantôt aussi les prochaines étapes. Et l'Angelier, c'est un autre site qu'on est quand même assez avancé. On est rendu à creuser à des endroits, même chose, en mettant nos murs de soutènement pour se rendre jusqu'au roc. Fait que les sentiers avancent déjà très bien sur les 4 stations qu'on peut voir. Puis Anjou va s'en venir dans les prochains mois, puisqu'il a été octroyé. Les futurs bâtiments, les stations, on ne peut pas vous les montrer parce qu'on n'est pas encore rendu assez loin, mais les futurs bâtiments, on peut prendre comme exemple le poste de district qui est celui-là, c'est celui de Lionel Groux. Il va être similaire à ce qu'on va faire au dos de la station Saint-Michel. Et les structures auxiliaires, tantôt que je vous parlais, c'est un peu les bâtiments qu'on peut voir dans le restant du réseau maintenant qui sont celles de Champ-de-Mars, Fleury. Ça va être des bâtiments qui vont ressembler à ça. Donc, on va en avoir à différents endroits, dont un qui est dans votre secteur, qui est au coin de Jean Talon et de la Vinadelle. Une structure auxiliaire, pour monter rapidement, c'est une structure, on peut voir ici, c'est au niveau du sol. Et après ça, on a un tunnel vertical qui descend. Et après ça, on a une galerie pour se rendre jusqu'au tunnel de métro pour être capable d'évacuer les gens ou faire de la ventilation. Maintenant, on arrive aux entraves. Globalement, les entraves, la plupart sont déjà faites. L'entrave à P9, l'entrave à Vio et l'entrave à l'Angelier sont faits depuis la fin octobre, je crois. Donc là, il nous restait une entrave à mettre en place. Sarah, tantôt, vous l'expliquer, c'est au coin de Lacordaire. Encore là, les entraves, c'est des entraves qui se font sur la rue Jean-Talon. Ils n'entravent pas les rues nord-sud, donc P9, Vio, Lacordaire, l'Angelier ne sont pas entravés complètement, donc il y a tout le temps de la circulation. Il y a des voies qui sont rétrécies, mais on a mis en place, donc les premières sont de cette façon-là, ils vont rester pendant un bon moment. Donc, Lacordaire s'en vient, on va vous l'expliquer. P9, il nous reste de l'autre côté de l'intersection à faire, mais ça va aller plus en 2026, qui va être pour l'édicule secondaire. Présentement, les entraves sont à leur plein déploiement, donc c'est-à-dire que la portion de Jean Talon qu'on peut voir entre le secteur P9 et Vio est encore accessible et sera toujours accessible via en automobile et les trottoirs devant les commerces également. Donc, si vous allez marcher dans le secteur P9 Vio, ce que vous allez voir là, c'est ce qu'on va répéter dans les futurs secteurs. Comme on est venu impacter la 141 qui était sur la rue Jean-Talon, on a mis en place une voie réservée sur Bélanger pour venir chercher l'afflux des passagers parce que la 141 est un autobus qui était une des plus utilisées pour la STM.
Donc, on a déplacé sur la rue Bélanger pour offrir le même service qu'on offrait avant ça, la même fréquence qu'on offrait. Donc, c'est la même chose. La voie réservée a été mise en place à la fin octobre pour pallier à nos différentes fermetures qu'on avait mis en place. Un grand chantier, des grands équipements. On va utiliser des équipements qu'on voit rarement à Montréal. Donc, on va utiliser un tunnelier qu'on va recevoir sur la fin de cette année. Il va être en marche l'année prochaine. Donc, un tunnelier qu'on peut voir un peu à droite. Et on va utiliser aussi beaucoup ce qu'on appelle des haveuses. Les haveuses, c'est des équipements qui prennent le roc avec une roue à denter avant, qui défont le roc, et après ça, qui l'évacuent vers des convoyeurs à l'arrière ou vers des camions à l'arrière. La plupart de ces équipements-là sont des équipements électriques, donc il y a moins de bruit, etc. C'est un grand souci qu'on a d'essayer de réduire le plus possible le bruit, la vibration et les poussières. On utilise aussi d'autres techniques qui sont le micro-dynamitage contrôlé, mais maintenant avec des nouvelles stratégies qui sont le rock splitter qu'on appelle le terme éclateur de roc, ça fait en sorte qu'on utilise de moins en moins le dynamitage, mais on va en avoir quand même sur différents secteurs, mais on va vers d'autres techniques qui sont plus rapides ou qui amènent moins de désavantages. On a aussi encore des méthodes mécaniques là, normales qui sont le Tramac pour différents éléments, mais encore là, on est toujours régi par un certain niveau sonore de vibration, etc. On est allé, pour un tunnelier qui fonctionne sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est allé chercher quelques autorisations pour nous permettre de travailler en continu. Mais toujours en gardant un niveau de son qui a été paramétré dans nos appels d'offres. Donc, le niveau de son, le bruit, la vibration a été paramétré pour s'assurer qu'on ne laisse pas aller à des vibrations trop grandes. Donc, tous ces éléments-là, on va pouvoir vous en parler un peu plus long durant la présentation. Le tunnelier, c'est un engin qui a environ 150 mètres de long, avec une roue en avant qui tourne, qui concasse le roc et qui l'envoie par des convoyeurs. Et les convoyeurs vont sortir le roc. Tout le roc qui va sortir du tunnelier, donc à partir de P9, aller jusqu'à Anjou, va sortir toujours à la station P9. Donc, le roc qui va sortir de la station Lacordaire, c'est le roc, on va dire, de la station exclusivement. Le restant du roc qui était pour les tunnels s'en va tout à P9, puisque P9 est un site qui est de plus grande envergure et a été pensé de cette façon-là. Donc, les seuls sols qui vont sortir de la station Lacordaire sont vraiment le transept, donc l'excavation de la station. Je vais vous laisser en compagnie de Sarah pour la suite qui va vous expliquer Lacordaire en détail. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. Donc, je me présente, Sarah Bédard-Giulioni. Je suis directrice de projet pour le projet Ligne Bleue. Mon équipe et moi, on travaille sur le contrat principal d'excavation. Donc, on s'occupe de l'excavation du tunnel, du futur tunnel, qui va relier la station existante Saint-Michel jusqu'à la future station Anjou. On va aussi s'occuper des excavations des 4 premières structures auxiliaires et des 3 premières stations, donc la station Lacordaire, entre autres. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des travaux qu'on a déjà entamés et qui vont se poursuivre là, dans votre secteur à Lacordaire. Donc, comme vous avez pu voir, on est arrivé dans le secteur, on s'est mobilisé avec l'entrepreneur en automne dernier, là, à la fin octobre, pour débuter nos travaux, on va dire, d'aménagement du chantier. Donc, en premier, on était vraiment sur ce qu'on appelle l'emprise privée, donc les anciens terrains pour vous du Pacini et de la station-service Petro-Canada. Donc, ces terrains-là, ils vont servir là, à notre empreinte de chantier. L'entrepreneur est venu installer ses équipements, ses installations. Puis, il a commencé à faire les travaux qu'on dit d'aménagement pour le pourtour du chantier, donc pour assurer une circulation autour du chantier. Vous voyez ici sur l'image tout ce qui est en vert, les chemins piétons. L'entrepreneur est venu adapter les trottoirs pour s'assurer que ça soit accessible universellement. Il fait aussi des travaux de déviation au niveau de la rue Lacordaire, du boulevard de Lacordaire, pardon, puisqu'on va dévier un peu les voies de circulation là, en vue de l'empreinte du chantier principal. On s'est aussi mobilisé dans le parc dernièrement. Donc ça, ici, dans le parc, vous voyez la zone assurée. Ça, c'est l'empreinte du chantier qu'on va prendre pour les prochaines années.
Dans le parc, ce qui arrive, c'est que dans une station, il y a toujours l'édicule principal, donc l'édicule qui est accessible à tous, qu'on va retrouver dans le cadran nord-est de l'intersection. Mais il y a aussi une sortie de secours qu'on met qui relie le tunnel en station à la surface pour en cas d'évacuation d'urgence. Donc, cette sortie-là pour la station Lacordaire va arriver dans le parc. Donc, c'est pour ça qu'on est mobilisé à ce jour. Puis, on va commencer nos travaux aussi, plus d'excavation. Là, pour l'instant, on est venu mettre je vais trouver le mot, nos clôtures de chantier pour faire le périmètre. Puis, on a aussi fait des petits travaux là, parce qu'il y avait des réseaux techniques urbains, donc des conduites souterraines qu'il fallait déplacer. Mais c'est pas mal tout. Là, on est prêt à commencer les travaux d'excavation. Il y a aussi le corridor piétonnier qu'on est venu mettre là, dans le parc pour assurer la circulation toujours des piétons. Puis là, on est prêt, à partir de la semaine prochaine, de venir prendre notre empreinte principale. Donc, c'est le 3 février prochain, dans la nuit du 2 au 3, que vous allez voir la fermeture du boulevard Jean-Talon, de la rue Jean-Talon, pardon, que la fermeture va se faire à l'est de l'intersection. Donc, l'intersection de Lacordaire va continuer d'être en fonction. C'est vraiment à l'est de l'intersection qu'on va venir fermer la rue Jean-Talon jusqu'à l'entrée du stationnement de la Banque nationale. Donc, c'est vraiment une petite zone. Le stationnement d'entrée de la Banque nationale, il demeure accessible, de même que le stationnement des condominiums La Perla, là, qui sont dans le même bâtiment. Ces stationnements-là demeurent accessibles, de même que le stationnement qui est du côté sud, entre la maison de l'aspirateur et le club Uomo. Ça aussi, ça demeure accessible en tout temps. C'est pour ça que vous voyez une espèce de petit croche là, sur l'empreinte. C'est vraiment pour s'assurer que les riverains ont toujours accès à leur bâtiment. Donc, cette fermeture-là arrive le 3 février prochain. Elle est nécessaire parce que si vous voyez en orange sur l'image, en orange opaque, ça, c'est le trou d'excavation qu'on va faire. Donc, c'est vraiment toute la zone d'excavation qu'on va venir creuser jusqu'au tunnel en station. Donc, on a besoin de la rue Jean-Talon puisque c'est vraiment vis-à-vis la rue Jean-Talon qu'on va retrouver le tunnel en souterrain. C'est pour ça qu'on vient fermer la rue, puisque c'est vraiment une empreinte de chantier qui est nécessaire. Ensuite de ça, donc la rue Jean-Talon est fermée. On va aussi empiéter sur sur le boulevard Lacordaire. On empiète une voie de circulation. Donc, les piétons vont devoir circuler du côté ouest à partir là, du parc. Et il va y avoir déviation là, pour assurer une voie de circulation de chaque côté sur le boulevard Lacordaire. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'en ce moment, on est en train de faire des travaux sur le mail central à l'intersection. C'est pour pouvoir après venir permettre là, la déviation. En dernier, il y a aussi sur la rue Dumas qu'on va venir changer la circulation. En fait, ça va devenir une rue à sens unique. Donc, on ne pourra plus, vous voyez la flèche, là, dans le fond, on ne pourra plus de Lacordaire quand on est en direction sud, tourner sur Dumas. Ça va devenir un sens unique. Et on va pouvoir, par contre, se stationner des deux côtés. Au niveau du stationnement, je tiens aussi à vous rassurer, on a éliminé certaines places de stationnement, ça va de soi en venant empiéter sur la rue. Par contre, on est en démarche avec la Ville, avec la STM aussi, on retire tout ce qui était interdiction de stationnement au niveau des anciens arrêts d'autobus qui ne sont plus en vigueur en raison qu'on a déplacé la 141. Donc, ça va se faire au courant des prochaines semaines, puis on va retrouver l'équivalent en nombre de stationnements de ce qu'on a retiré un peu ailleurs sur le quartier, dans le quartier, là, principalement sur la rue Jean-Talon. Je continue. Donc ici, c'est le chemin de camionnage. Donc nécessairement, un grand chantier va amener quand même un volume de camions pour principalement recueillir le roc et l'envoyer à la carrière. Donc nos camions, nous, on s'assure que on a fait un chemin de mobilité qui s'assure que les camions circulent toujours sur les rues principales. Donc, aucun camion n'a droit de circuler sur les rues secondaires. C'est en mesure de sécurité. Les rues résidentielles demeurent là, inaccessibles. Donc, le camion va arriver de l'est, dans le fond, sur Jean-Talon, va se diriger on va se dire, l'Angelier va s'en venir vers Lacordaire, va entrer au chantier. L'entrée de chantier va se demeurer va être où vous voyez la flèche, dans le fond, donc à même la rue Jean-Talon, va circuler dans son chantier, recueillir son roc et va sortir par Lacordaire pour s'en aller vers le nord.
L'intérêt de tout ça, c'est que les camions font aucun mouvement de recul, c'est beaucoup plus sécuritaire, il va circuler de manière plus fluide sur le chantier. Puis il retourne vers la Cordaire direction nord, puisqu'on va disposer le roc à la carrière Saint-Michel, qui est aussi, pour certains, peut-être connu sous le nom de la carrière Francon, qui est admettons, je vais vous dire une intersection, là, mais c'est Jean-Rivard et Pineuf, à peu près, là, dans ce secteur-là. Ça appartient à la ville. Donc, on a une entente avec la Ville de Montréal pour leur faire don du roc qui est excavé dans le cadre du projet. Donc, le roc va s'en aller. Là, c'est pour ça que le camion repart par la Cordaire. C'est pour se diriger vers la carrière Saint-Michel. Maintenant, David a parlé de structures auxiliaires. Il y en a 2 dans votre quartier. Donc, la première, c'est de la Villanelle, qui est notre 4e structure auxiliaire sur notre réseau prolongé. Donc, pour l'instant, dans la Villanelle, vous avez probablement vu, on a déjà entamé certains travaux. On a démoli le dépanneur qui était là, le dépanneur 16 jours. Donc, le chantier en soi, le terrain est déjà clôturé. On est à cette semaine et pour les prochaines semaines, on fait des derniers petits travaux de raccordement au niveau des égouts et des conduites souterraines. Mais c'est du court terme, vraiment. Après, on va remettre le chantier. Il va demeurer clôturé, mais on va revenir seulement au courant de l'été pour entamer les travaux d'excavation de la structure. Au niveau des structures auxiliaires, on ne fait pas d'entrave complète au niveau de Jean Talon. On va entraver le trottoir, peut-être une voie, mais Jean Talon va toujours demeurer accessible là, et traversable au niveau des voitures. Donc, ça, c'est pour la station auxiliaire, la structure auxiliaire 4. On a la structure auxiliaire 3, cette fois, qui est à l'ouest de la Cordaire, donc entre Viau et la Cordaire. Celle-ci se trouve derrière la paroisse Saint-Gilbert. Donc, la structure est vraiment plutôt sur Desangevins que sur Jean Talon, donc il n'y a vraiment même pas aucune entrave sur la rue Jean Talon pour cette structure-là. Là, on va entraver la rue Desangevins. Encore une fois, on n'entrave pas complètement. La rue Desangevins va devenir sens unique. On va entraver le trottoir, une rue de circulation. Je sais qu'il y a une école juste à côté, l'école La Dauversière. Donc, on s'est assuré que les débarcadères, autant pour les autobus, pour les parents, demeurent accessibles. Donc, les parents vont quand même pouvoir déposer leurs enfants en toute sécurité. Et encore une fois, les chemins de camionnage là, sont adaptés pour assurer une sécurité là, pour les piétons qui vont circuler dans le secteur. Maintenant, la gestion de la mobilité, donc, et aussi, là, pas juste la mobilité, mais vraiment tout ce qui va arriver au pourtour de notre empreinte de chantier. D'abord, je tiens à vous rassurer, l'ensemble des commerces qui sont dans le secteur demeurent accessibles en tout temps. Il n'y a aucune coupure d'eau ou fermeture ou coupure d'électricité là, qui sont prévues puis qui empêcheraient l'ouverture des commerces. C'est déjà tout fait, ces travaux-là. Donc là, pour l'instant, tout demeure accessible. Nous, on va mettre, vous allez voir, sur nos clôtures de chantier, on va faire de l'affichage pour embellir aussi le quartier. Et sur ces affichages-là, il va y avoir de la signalétique qui va diriger les piétons vers les commerces. Comme ça, les gens vont comprendre un peu les chemins piétonniers qu'on a réfléchis, puis qui assurent là, une circulation piétonne là, vers vos commerces. On a aussi travaillé avec la ville, comme je le disais, au niveau du stationnement, au niveau de la mobilité. On a réfléchi à un plan de mobilité qui est optimal. Donc, on sait qu'on fait plusieurs fermetures sur la rue Jean Talon. La rue Jean Talon, entre ces tronçons-là, demeure toujours accessible. Donc, on s'assure d'avoir des chemins de détour qui sont rapides, qui sont efficaces. Puis, on a travaillé aussi avec les autres donneurs d'ouvrage pour s'assurer qu'on n'envoie pas les chemins de détour dans d'autres chantiers. Là. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est concertée là, dans le secteur. Finalement, au niveau des routes de camionnage, comme je disais, on essaie de limiter le plus possible les impacts en les faisant circuler sur nos rues principales et le tout, évidemment, assure une circulation en toute sécurité. La sécurité aux abords de nos chantiers est primordiale. Pour nous, on veut sécuriser pas juste nos travailleurs et nos employés, mais aussi, surtout, les riverains, la communauté qui va continuer à circuler dans le secteur. Donc, ce que vous allez voir dès le 3 février prochain, pendant une courte période, 2 semaines peut-être, ça va être la surveillance policière qui vont venir assurer un peu le trafic, qui vont venir contrôler la circulation automobile pour donner le temps
au conducteur d'adapter un nouveau chemin là, en fonction de l'entrave qui va avoir été créée. Donc, la surveillance, ça va être là de manière temporaire. Puis, si elle a besoin, si on voit qu'il y a des besoins en cours de route durant le projet de ramener la surveillance policière, on va le faire sans problème. Il y a aussi des signaleurs que vous voyez probablement déjà, mais qui sont déjà aux entrées et sorties des chantiers. Ces signaleurs-là s'assurent de la venue des camions, s'assurent que les piétons circulent en toute sécurité. Donc, le but, c'est vraiment d'un peu contrôler là, la circulation aux abords du chantier. Comme je disais, l'ensemble des trottoirs, des chemins piétonnés sont pensés pour une accessibilité universelle, puis il y aura du marquage au sol très clair là, pour que les piétons traversent aux endroits appropriés, puis aux endroits sécuritaires qui permet que les conducteurs de camions aient une visibilité sur le piéton et idem, le piéton ait une visibilité sur le conducteur du camion. Donc, on en a parlé, la 141, de par les différentes entraves qu'on a créées sur la rue Jean-Talon, a dû être déplacée sur notre voie réservée qui a été créée sur la rue Bélanger. Vous voyez ici les arrêts qui ont été déplacés, sont vis-à-vis sensiblement là, ce qui était sur Jean-Talon maintenant, c'est sur Bélanger au niveau de la voie réservée. Donc, pour la 141 de jour, la 372 le soir, la nuit plutôt. Maintenant, au niveau du boulevard Lacordaire, ben il y a la 32 qui continue aussi de traverser, qui aura quelques arrêts qui vont être déplacés en raison de la fermeture là, de l'intersection du chantier, mais qui sont déplacés juste un peu plus loin d'où il était. Et il y a aussi la 131 là, qui va continuer à faire là, son terminus où c'était prévu dans les périodes hors pointe. Maintenant, bon, un chantier, évidemment, ça vient avec certaines nuisances, des travaux de construction, ça va générer, on le sait, du bruit, de la poussière. Il y a dans des travaux d'excavation aussi, des fois de la vibration là, qui peut être générée. Donc, nous, c'est sûr que la stratégie première est toujours d'éliminer la nuisance à la source. Donc, par exemple, on va venir isoler des équipements qu'on va trouver qui vont générer plus de bruit. On va les isoler pour s'assurer que le bruit est vraiment contenu à la source. Au niveau de la poussière, même chose, on va isoler, on va aspirer la poussière à même l'équipement pour éviter qu'elle se propage dans l'air. Mais ensuite de ça, on exige à nos entrepreneurs qu'ils mettent des mesures d'atténuation pour encore plus limiter ces nuisances-là. Donc, pour exemple, au niveau du bruit, d'abord, il y a des réglementations au niveau du bruit qui sont avec la Ville de Montréal, puis pour tous les travaux de construction, pas seulement pour le prolongement, mais le projet en a quand même. Il y a des limites de bruit qui sont à respecter, puis qui permettent de moduler les travaux en fonction de l'heure de la journée. Donc, évidemment, de jour, on va permettre des niveaux de bruit un peu plus élevés, puisque avec le bruit ambiant, le chantier peut beaucoup plus se mêler dans le bruit ambiant, versus le soir et la nuit, les limites d'un bruit vont être très basses, comme ça l'évite de causer des désagréments. Puis, ben, l'entrepreneur, lui, module ses travaux en fonction de ça. Donc, les travaux qui vont générer un peu plus de bruit, il va les faire de jour, puis le soir, il va se limiter à des travaux beaucoup moins bruyants. Aussi, puis vous avez pu voir sur le chantier, on est en train d'installer des murs anti-bruit. Ça, c'est des murs dans lesquels il y a de la laine minérale qui vient vraiment capter le bruit pour éviter qu'elle se propage à l'extérieur du chantier. C'est vraiment très efficace. Donc, dans les zones du chantier dans lesquelles il va y avoir de l'équipement ou qu'il va y avoir des travaux qui vont générer plus de bruit, ces murs anti-bruit-là vont permettre d'un peu d'encabaner le bruit puis éviter que ça se propage là, à l'extérieur du chantier. Nos camions et l'ensemble des équipements sur les chantiers ont ce qu'on appelle des alarmes de bruit blanc. Donc, au lieu d'un bip sonore qu'on va entendre souvent chez les camions, c'est plutôt un bruit blanc qui est perceptible pour les gens qui sont autour, mais qui est aucunement perceptible pour les gens à l'extérieur du chantier. Au niveau de la poussière, on vient mettre des toiles anti-poussière là, qui vont vraiment capter la poussière dans l'air. On va arroser les camions avant qu'ils sortent du chantier pour éviter que la poussière sur les roues ou sur le camion se propage dans le quartier. Puis on assure aussi un nettoyage dans les rues avoisinantes là, où les camions circulent pour s'assurer en la mouillant, la poussière, on évite qu'elle se disperse dans l'air. Fait que dans les deux cas, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va venir installer, on va venir
mettre en place une interface puisque nous mesurons, à l'aide d'équipements sur les chantiers, on mesure les limites de bruit donc, la qualité de l'air avec des équipements spécialisés. Puis toutes ces mesures-là, on fait ça au quotidien, on va les rendre publiques. Donc, ça va être disponible sur une interface web. Vous allez pouvoir aller voir la variation en termes de bruit, en termes de qualité de l'air, en fonction des travaux. Cette interface-là va être rendue disponible sous peu. Dernier point au niveau des nuisances, c'est la vibration. Donc, on en parlait, on a des mesures, de plus en plus nos mesures d'excavation, nos méthodes d'excavation sont poussées, ils nous permettent de limiter le plus possible la vibration. À l'accordaire, on va avoir l'éclateur de roc qui génère très peu de vibrations. On va avoir un peu de microdynamitage aussi. Donc, dans des mesures aussi pour contrôler le tout, on est venu faire des pré-inspections. Donc, probablement, si vous habitez le secteur, vous êtes dans un rayon de 75 mètres là, du fond d'excavation, votre domicile ou résidence a été inspecté. Ça, c'est pour venir voir un peu l'état, faire un peu un diagnostic des bâtiments qui entourent le fond d'excavation, puis d'adapter les méthodes d'excavation en fonction de tout ça. Puis aussi, tout au long des travaux, autant l'entrepreneur que nous, fait que là, il y a même une double vérification, un double suivi. On va suivre les vibrations en temps réel, puis s'assurer que ça demeure toujours là, dans les limites permises. Donc, les prochaines étapes. Un projet de construction, je vais vous dire, c'est très long. On a débuté maintenant les travaux d'excavation. On fait aussi du bétonnage qu'on appelle primaire, là, donc une première phase de bétonnage. Ces travaux-là, par exemple, à l'accordaire, l'excavation, là, ça va durer jusqu'à fin 2026, début 2027. Et ça, ce n'est que pour de l'excavation. C'est quand même des travaux de longue haleine. Suite à ça, par contre, le chantier va se poursuivre. Donc, l'entrepreneur qui fait l'excavation va se retirer, puis il va avoir d'autres entrepreneurs qui vont intégrer le chantier pour faire des travaux de bétonnage, donc vraiment venir construire la station autant en souterrain qu'en surface. On va la voir s'ériger de plus en plus. Il y a des travaux d'architecture, travaux mécaniques avec la ventilation, la plomberie, travaux électriques aussi. Donc, ça va être une autre phase de travaux. En parallèle de ces travaux-là, il va aussi y avoir nos travaux d'installation d'équipements. Donc, le métro fonctionne grâce à des équipements importants, des équipements fixes qu'on appelle, autant en termes d'énergie, autant en termes de travaux d'équipements de voies, de rails et tout ce qui est nécessaire, dans le fond, à la circulation du métro. Donc, ça va se faire en parallèle des travaux de finition de la station. Vient ensuite nos travaux de contrôle de train, donc ça, c'est plus des travaux technologiques. Puis, à la fin de tout ça, on va venir faire une phase test. Donc, nécessairement, on doit tester nos équipements, s'assurer que le métro va circuler en toute sécurité, donc pour nous permettre, le jour qu'on ouvre la station, d'assurer un service éprouvé. Donc, la mise en exploitation, finalement, des 5 prochaines stations va se faire tout en même temps en 2031. Bon, il y a plusieurs dévoilements à venir. Donc, là, premièrement, là, aujourd'hui, on fait des séances, on vous dévoile certains éléments. Il va y avoir des dévoilements un peu plus publics ou, disons, à grand déploiement qui vont se faire. D'abord, le nom des stations, puisqu'on appelle ça l'accordaire, station l'accordaire, ça ne sera pas ça. Chacune vont avoir leur nom. Ce dévoilement-là va se faire au courant de l'année. Idem, au niveau du tunnelier, ça, je vais vous dire, c'est comme une tradition dans le milieu de la construction. Les équipements majeurs dans un projet de construction vont être baptisés, là, vont recevoir un nom. Donc, le tunnelier, on va poursuivre la coutume, recevra son propre nom. C'est via un concours public qu'il sera baptisé. Donc, le concours vous serez tous invités à soumettre un nom. Habituellement, c'est un nom de femme. On verra pour celui-là. Mais voilà, donc le concours va être probablement lancé cette année, considérant l'arrivée du tunnelier d'ici la fin de l'année. Un autre élément, c'est les concepts architecturaux. Donc, si vous connaissez bien le réseau du métro de Montréal, chaque station a son concept, a son essence. Ça en est de même pour nos 5 prochaines stations. Elles vont avoir chacun leur concept. Elles ont chacun leur concept. Il est en travail. Donc, il y aura un dévoilement public sur le concept de nos futures stations. Et idem au niveau des œuvres d'art,
comme dans tout le réseau aussi, chaque station a son œuvre d'art. Donc, il y a des artistes qui ont déjà été dévoilés. Dans le cadre de la station Lacordaire, de la future station Lacordaire, c'est M. Alain Paiement, qui est l'artiste qui est en train de créer une œuvre d'art qui va venir s'installer dans la station. Un projet ancré dans la communauté. Donc, on est ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet, c'est pour vous entendre. Ce ne sera pas la seule fois qu'on va venir vous voir, qu'on va venir vous présenter un peu l'évolution de notre projet. Vous êtes votre satisfaction par rapport à ce projet-là est une clé de succès. Donc, nécessairement, on a besoin de vous entendre, on veut l'adapter, on veut s'adapter à vous, à vos préoccupations. On a besoin c'est par ce lien de proximité-là, des séances comme ça, qu'on est capable d'assurer un dialogue. Puis, donc, notre but est toujours de faire preuve de transparence. Donc, on va toujours venir vous dire ce qu'il en est et écouter vos préoccupations, comme je disais. Donc, plusieurs manières pour nous de vous rencontrer. D'abord, on a une équipe d'agents de liaison qui est déployée sur le terrain. Vous en avez peut-être déjà rencontré quelques-unes. C'est des agentes pour l'instant. Donc, ces agentes-là se promènent dans le secteur, vont à votre rencontre, veulent s'assurer que ça se passe bien, vont écouter vos besoins, puis vont nous les ramener, nous, aux équipes projet, pour qu'on puisse adapter certains besoins, voir comment on peut répondre. Ce n'est pas toujours possible de répondre à vos besoins, mais on va toujours faire le meilleur de ce qu'on peut, ce qui nous est possible pour le faire. Séance d'information comme aujourd'hui, ce n'est pas la première qu'on donne, on en donne dans chaque secteur, puis on va revenir au courant du projet, en redonner aussi pour vous présenter l'évolution. On a un comité de bon voisinage, encore une fois, par secteur. Il y en a un qui va être mis en place pour le secteur Lacordaire. C'est pour, justement, mêler un peu, générer la discussion entre l'équipe projet, donc entre nous et les résidents du secteur, pour voir c'est quoi peut-être des éléments qu'on pourrait améliorer pour notre cohabitation. Vous pouvez aussi nous voir dans des fêtes citoyennes. On va souvent avoir des kiosques tout bleus pour pouvoir vous rencontrer. Donc, multiples manières de rester informé sur le projet. Évidemment, notre site web dans lequel on fait des annonces un peu plus génériques, mais on vous présente l'évolution du projet. Il va y avoir des bulletins, il y a aussi des bulletins électroniques auxquels vous pouvez vous inscrire à même notre site web pour recevoir des communications générales encore là ou des communications ciblées qui sont vraiment propres à votre secteur. Il y a une ligne de téléphone que vous pouvez appeler pour nous rejoindre de manière un peu plus directe. Et l'équipe d'agents de liaison est vraiment là, déployée au quotidien là, pour vous écouter. Donc, vous avez leur adresse courriel pour les rejoindre en tout temps. Ah, bien, c'est déjà terminé. Alors voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Nous entamons maintenant la période de questions à propos de la future station de métro Lacordaire. Je me permets de vous donner quelques consignes pour la période de questions. Donc, pour les personnes qui sont dans la salle, nous vous invitons à vous présenter au micro qui est à ma gauche, en passant par l'allée centrale, comme mentionné un peu plus tôt, pour ne pas obstruer la vue de la caméra. Je vais vous demander également de vous nommer et ensuite de poser votre question en lien avec le projet en restant concis dans la mesure du possible. Il vous sera possible de poser une question ainsi qu'une sous-question. Si jamais vous avez plusieurs questions, je vais vous inviter à refaire la file pour permettre à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Nous allons privilégier les questions en lien avec le projet. Si d'autres questions s'adressent plutôt à nos partenaires, elles leur seront évidemment transmises et un suivi sera fait. Si vous avez une préoccupation plutôt personnelle qui touche par exemple à votre résidence ou à votre commerce, nous vous invitons à vous rendre à la table d'accueil après la séance et on vous prendra vos coordonnées pour vous répondre individuellement à la suite de cette rencontre. Maintenant, pour les personnes qui sont en ligne, vous pourriez poser vos questions en cliquant sur l'icône de bulle inscrit QNR en haut de votre écran. Si une même question est envoyée à plusieurs reprises, comprenez bien qu'elle sera posée qu'une seule fois afin de pouvoir couvrir l'ensemble des sujets qui seront abordés. Nous allons alterner entre 2 questions dans la salle et une question en mode virtuel, mais naturellement, nous allons juger du flot des questions présentielles et celles en ligne.
Nous tenterons de répondre à toutes vos questions et veuillez noter que si votre question n'a pas été posée, vous pourriez toujours communiquer avec le service à la clientèle du projet Ligne Bleue et un représentant du projet effectuera un suivi auprès de vous, tel que mentionné pas plus tôt que tout à l'heure. Ça vous convient? Nous ouvrons donc la séance de questions. Allez-y surtout à votre rythme. Potentiellement qu'on va commencer par monsieur, et puis par la suite, on va ouvrir la question, les questions en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Angelo Salvatore. Moi, je reste plus vers Viau et Jean Talon, mais c'est la même. La question, c'est plutôt tout le long de Jean Talon que vous avez déplacé les arrêts d'autobus, mais est-ce qu'il y a un moyen de mettre stationnement permis dans l'espace où passer l'autobus sur Jean Talon? Parce que souvent, moi aussi, mais je vois des gens, on cherche du stationnement, mais ils sont toujours vides. Alors, on voit l'enseigne autobus déplacé, mais on ne voit pas aucune signe pour dire on pourrait stationner pendant les travaux. Super. Je peux répondre, oui, c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, on est en cours de faire ces changements-là. Vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Tout ce qui est les anciens arrêts d'autobus qui sont maintenant plus utilisés pour la 141 vont devenir des zones permises de stationnement là, selon les règlements de la ville. Là, mais vous allez pouvoir là, utiliser ces zones-là de stationnement. Merci. On va prendre, si vous permettez, une question en ligne, mais allez-y. Bonjour, je serai la voix des questions qui nous sont posées ce soir dans le fil de discussion Teams et on va aussi adresser en alternance les questions qui ont été posées dans le formulaire d'inscription. Une première question. N'y a-t-il pas moyen de faire revenir l'autobus 141 sur Jean Talon en y ajoutant des détours sur Bélanger selon les travaux sur Jean Talon? Plusieurs personnes âgées demeurent dans le secteur et c'est très difficile pour circuler en transport en commun. Avec nous ce soir, on a notre personne réseau, donc réseau d'autobus, qui va prendre des questions qui sont de nature autobus. François? Bon, donc je comprends que la première question, là, c'est vraiment en lien avec la mobilité dans le secteur là, pour les gens qui ont plus de difficultés à se déplacer, particulièrement par rapport aux impacts qu'il y a eu en lien avec les déplacements d'arrêt d'autobus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, au niveau des parcours d'autobus, comme une ligne comme la 141, c'est beaucoup de temps de parcours, c'est beaucoup de fréquences. Puis c'est aussi beaucoup de mouvements de virage. Donc, les espaces qui étaient disponibles pour faire les parcours d'autobus, malheureusement, ne permettaient pas, dès le début des entraves, de pouvoir planifier un parcours qui circulait à proximité des axes centraux de l'accordeur. C'est la raison pour laquelle la mobilisation elle a été choisie pour que le parcours soit le plus linéaire possible, pour assurer une fréquence, une ponctualité, mais aussi un temps de parcours qui est quand même attrayant. Bien évidemment, ça vient avec un compromis, c'est la distance de marche par rapport à Jean Talon. Par contre, on maintient tout le temps les arrêts le plus près possible là, des axes transversales pour permettre des correspondances pour les gens qui ont plus de difficultés à se déplacer. En complément, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport adapté demeure accessible. Donc, pour les usagers qui ont de la difficulté et qui sont admissibles, ça reste que c'est un service qui est disponible pour ces gens-là. En complément, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi beaucoup eu de préoccupations dans les dernières semaines parce que les gens réalisent qu'effectivement, les autobus sont déplacés. Il y a un impact concret dans le déplacement de tous les jours et dans leur vie. On est conscient de ça, puis on va faire les ajustements nécessaires et possibles pour permettre de répondre aux besoins de tous et chacun, bien évidemment dans la mesure du possible. C'est bien important de le souligner. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question de Madame et je vais vous retourner le micro pour les questions en ligne. Bonsoir. Bonjour. Mon nom, c'est Hélène Ravenda. Et ma question est concernant la ligne d'autobus 32 sur l'accordeur. Avec les travaux sur Jean Talon et l'accordeur, il semble que les arrêts vont être déplacés. Parce qu'il y a un arrêt du côté nord et un arrêt du côté sud, et on m'a dit que les arrêts seraient déplacés. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit ils seront déplacés et à partir de quand? Donc, comme on a mentionné plus tôt, à partir du 3, on a une mobilisation complète avec une entrave de Jean Talon. Ça implique aussi des rétrécissements de voies. Donc,
Est-ce que vous m'entendez pas bien? OK. OK, je vais parler un petit peu plus fort. Donc, les voies de droite vont être retranchées, donc on perd de la capacité véhiculaire. C'est la raison pour laquelle je dois déplacer les arrêts d'autobus. Donc, ça n'aurait pas été très, on va dire, gentil de ne pas vous prévenir qu'il y a un impact, puis de dire qu'on va essayer de les garder, puis que finalement, le jour même, on est obligé de les annuler. C'est la raison pour laquelle, par prévention, on a indiqué dans la carte, on redirige le service vers Bordalou, qui se trouve à être le plus près possible. Par contre, C'est juste un coin de rue plus loin. Là. oui, c'est juste un coin de rue plus loin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'évolution du chantier et des comportements des automobilistes, on va essayer de déplacer le plus près possible l'arrêt temporaire de son emplacement existant. Donc, si on est capable de le déplacer le plus près possible de Jean Talon, bien évidemment, c'est ce qu'on va faire, mais on préférait vous présenter le pire des scénarios. Donc, le pire des scénarios, c'est vraiment le matin du 3, dirigez-vous vers Bourdaloue, vous allez être certain d'avoir un autobus qui va passer et qui va vous accueillir. OK. Sinon, ça serait entre Jean Talon et Bourdaloue? Oui, exactement, aux arrêts existants. Par contre, Bourdaloue, je vous rassure, là, il n'y a aucun impact de prévu à court terme. Il n'y a pas d'autres travaux supplémentaires qui se rajoutent. Okay. Donc, ça va durer combien de temps, ça? Pendant toute la durée des entraves là, sur Jean Talon. Donc, je ne sais pas, Sarah, si tu peux compléter de mémoire, c'était 2029. Pour prévoir un bon 4 ans d'entrave sur la rue Jean Talon. C'est sûr que du moment qu'on est capable de vous libérer, que ne serait-ce qu'une voie, on va le faire. Mais comme on vous montrait tantôt, la zone d'excavation est à même la rue Jean Talon, ça va être sur plusieurs années. Là. Donc, on prévoit minimalement un 4 ans. 4 ans? D'entrave complète, oui. En plus, ma sous-question, Oui. ça serait de dire qu'est-ce qui va arriver avec les abribus là, qui étaient là avant, puis que là, on nous les a enlevés là, sur Jean Talon, là, OK. Mais est-ce qu'ils vont être placés ailleurs? Parce que là, surtout dans les temps qui fait très froid, c'est un peu ennuyant là, d'attendre dans le froid. Là. Je vais passer le commentaire là, à mes collègues là, qui s'occupent des abribus pour voir les endroits où on pourrait peut-être mieux les relocaliser. Si vous avez des idées, des suggestions, bien évidemment, on va être à l'écoute. Par contre, oui, on était dans l'obligation de les retirer, étant donné que certains empiétaient dans le chantier où on devait annuler l'arrêt à proximité. Donc, c'est une obligation qu'on avait à ce moment-là de les retirer, malheureusement. Non, je comprends que vous les avez enlevés, mais je veux savoir maintenant si c'est déplacé, est-ce que vous allez en mettre sur Bourdaloue? Bien, sur Bourdaloue, je reste sur un terrain privé, fait à l'emplacement existant, sur Bourdaloue, je ne peux pas. OK. De l'autre côté, ça va aller près du... Exactement. Une fois qu'on va avoir l'emplacement ciblé là, le plus possible, là, après ça, on va voir avec les équipes qui sont responsables de l'emplacement des abribus pour voir si c'est possible. Près de l'endroit pour les personnes qui sont dans un CHSLD là, ou une résidence là, sur l'Accordaire. Du côté nord là, de Jean Talon. À Paimpol ou... je ne suis pas certain de comprendre à quel endroit exactement. OK, non, malheureusement, à cet emplacement-là, on va devoir la décaler un petit peu plus au nord là, à cause de l'empiètement du chantier. Là, donc, Près de Crémazie? Non, plus au... Ouais. Ben, moins proche du métropolitain, là, mais plus au nord, ça va être le Paimpol, là, le plus loin. Là. Vous savez que ça va être très frustrant pour les gens qui vivent dans le coin, là, parce que déjà, de se rendre jusqu'à Bélanger, c'est quelque chose. Alors, si jamais vous pouvez raccourcir le temps, on serait très contents. OK? Alors, soyez confiante, je suis le premier qui va être heureux de pouvoir remettre le service sur Jean Talon le plus tôt possible, puis mes collègues au prolongement de la ligne bleue travaillent fort là-dessus. Oui, mais là, on parle de plus que 4 ans quand même. Là. OK. Merci beaucoup. Nous allons procéder à une question en ligne, une ou deux. Oui. Pourquoi est-ce que les noms des stations provisoires ne seront pas retenus comme le nom des stations? Je peux la prendre. Premièrement, il y a des stations qui existent déjà dans le réseau de la ligne verte. Donc, une station telle que Pineuf, Villot, L'Angelier existe déjà. En plus de ça, c'est plus d'aller vers des noms qui vont plus évoquer un historique, etc. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des noms qui vont être choisis en conséquence pour les futures stations. Une autre question en ligne?
L'année 2025 sera une année d'élections fédérales et aux municipales. Le projet a-t-il atteint un point de non-retour? Le financement est-il sécurisé? Encore ce matin, il y a un article qui est sorti, là, je vous le dis, le premier gros contrat est octroyé pour donner le tunnel qui va jusqu'à Anjou, donc on ne peut plus reculer comme j'aime bien le rappeler, donc le projet va aller de l'avant dans sa forme actuelle, donc nous, on a la portée, on a le budget, on a l'échéancier, donc aucune inquiétude, ça fait trop longtemps que vous l'attendez, on va le réaliser. Merci. Pourquoi y aura-t-il 2 terminus entre P9 et Anjou, étant donné que le projet Ligne Bleue est étant donné que le projet est l'extension de la Ligne Bleue? Le premier terminus qui est à la jonction de P9 et du SRB, donc c'est quand même un lieu stratégique pour les autobus et le service qui arrive, on va dire, du côté de Laval, etc. Donc c'était stratégique d'en avoir un là. Et l'autre, à Anjou, c'est vraiment, vu que c'est une fin de ligne, ça va être un endroit aussi stratégique. Donc ça a été pensé pour ramener les deux endroits. Mais celui de P9 est beaucoup plus petit comme terminus que celui d'Anjou. Anjou est beaucoup plus grand. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question en présentiel et je vais vous retourner le micro par la suite. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mon nom, c'est Francesca et j'ai une question pour l'arrêt 32. Pourriez-vous juste vous rapprocher du micro, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en ligne? Merci. D'accord. Donc, c'est pour l'autobus, le 32. Est-ce qu'ils vont augmenter le nombre d'autobus à les heures de pointe, vu qu'il y a beaucoup de déplacements? Maintenant, c'est une voie. C'est déjà très chargé à l'heure de pointe parce qu'il y a été des autobus qui ont été réduits sur cette ligne-là. Est-ce qu'ils vont augmenter pour aider pour nous rendre comme au métro plus vite? Parce que là, les autobus sont chargés déjà, les 32, puis il y a déjà le trafic déjà sur l'accordaire. Donc, est-ce qu'il va augmenter le nombre d'autobus à l'heure de pointe sur l'accordaire? Bien, à court terme, je ne peux pas malheureusement me prononcer sur l'offre de service qu'on va envisager. Par contre, on a des équipes qui ajustent le service en fonction de l'achalandage. Donc, s'il y a un besoin qui est identifié, les équipes responsables à l'STM vont faire les ajustements requis. Par contre, il y a une des options qu'on est en train d'examiner, puis je dis ça sous toute réserve, c'est de pouvoir ajouter des arrêts de la 432 dans le corridor qui est touché. Donc, entre Jean-Talon puis Bélanger, l'optique de ça, c'est tout simplement de pouvoir permettre de compenser parfois un manque de fréquence qu'on a à certaines plages horaires, mais aussi pouvoir permettre un accès aux gens qui sont déjà touchés par les travaux et qui doivent subir les déplacements d'arrêt. Donc, c'est une des solutions qu'on regarde, mais je vous dis ça sous toute réserve. Là, si ça se finalise et quand ça va se finaliser, l'information va être publiée et disponible sur le site web de la STM. Parfait. Merci. Merci à vous. Une question en ligne, potentiellement? Oui. Est-ce qu'il y a des projets de magasins ou même de promenades souterraines comme dans le centre-ville? En fait, on va... D'abord, le tunnel du centre-ville, le fameux Montréal souterrain, c'est pas la STM qui a mis ça en place, c'est des promoteurs. Au niveau du prolongement, chaque station va avoir ce qu'on appelle une concession, comme actuellement vous retrouvez souvent là, dans des stations métro du réseau, mais c'est le seul commerce là, qu'on vise. Là, on va mettre une concession par station, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si la STM pense à mettre en service des navettes sur les rues transversales à la rue Jean-Talon-Est pour alléger la tâche aux usagers et commerçants. J'en comprends, là, par navette, là, on parle là, vraiment dans le secteur entre l'accordaire et l'Angelier. Là, donc, effectivement, c'est quelque chose qui a été considéré. On a regardé plusieurs scénarios, des variantes de ligne, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les analyses qu'on a faites en fonction des projections de circulation, de l'achalandage, etc., il y a plusieurs équipes qui se sont penchées sur le dossier pour l'analyser. Puis la meilleure solution, c'est vraiment celle qu'on a mise en place avec une voie réservée pour assurer une ponctualité et une fréquence de passage, mais aussi un temps de déplacement qui était attractif pour les gens. Donc, non, à très court terme, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé, mais bien évidemment, on suit l'évolution de l'achalandage et des besoins. Merci beaucoup.
Prochaine question. À quand la réunion d'information pour la station Anjou? Pour l'excavation de la station Anjou, le contrat va être octroyé, donc c'est-à-dire qu'on a finalisé nos documents avec l'entrepreneur qui va l'excaver. Donc, on devrait être à peu près dans les alentours du printemps pour faire la rencontre d'information. Mais suivez les différents canaux de communication qu'on vous a mentionnés, puis vous allez avoir l'information, puis on va quand même la diffuser. Notre but, c'est qu'il y ait le plus d'informations qui soient véhiculées. Merci beaucoup. Est-ce que tous les travaux sont et seront complétés par des entrepreneurs privés? Et est-ce que la STM peut entreprendre certains travaux pour son réseau de métro? On exécute la coordination. La plupart, sinon tous les travaux vraiment physiques, c'est donné à des entrepreneurs sous licence. Donc, nous, on est plus là pour la coordination puis s'assurer que les interfaces fonctionnent. À la fin, il y a quand même des tests qui sont exécutés par vraiment des gens de la STM parce qu'après ça, ils en prennent possession, mais vraiment, les travaux physiques, c'est tout via des contrats à des entrepreneurs privés. Est-ce que la station actuelle Saint-Michel aura ses rénovations continuées et allez-vous garder son garage terminus ou disparaîtra-t-il? Il y a déjà des travaux qui sont en cours à la station Saint-Michel. Des travaux, en fin de compte, qui sont exécutés par un bureau de projet qui est fait du maintien d'actifs. Nous, on va venir faire, en fin de compte, travailler sur les quais pour remettre les quais pour accueillir 9 wagons de métro, puisque c'est une des stations que le quai est à 9 wagons, mais il y a eu des locaux qui ont été faits dessus. Donc, on a quand même des travaux à exécuter à l'intérieur pour qu'elle soit aux normes vis-à-vis les futurs trains qui vont y aller, parce qu'on va passer sur la ligne bleue de train à 6 voitures à train à 9 voitures. Donc, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, c'était? L'arrière-gare. L'arrière-gare. En réalité, à Saint-Michel, c'est pas une vraie arrière-gare, là, puisque c'était vraiment juste pour faire un changement de voie. Il n'y a pas de train qui se garait à cet endroit-là. Donc, c'était pensé dans le temps pour que le tunnel puisse continuer. C'était déjà prévu quand ils ont fait la ligne bleue initiale. Merci beaucoup. Allez-vous remplacer les MER 73, les vieux trains, sur la ligne bleue à la fin du projet ou allez-vous mettre des Azur? Ça va être des Azur, parce que les Azur, c'est des trains à 9 wagons, comme je mentionnais. Donc, ça va être des Azur qui vont être sur la ligne bleue quand on va la mettre en opération. Est-ce que le nom de la station Lacordaire sera retenu parce qu'il n'y a pas d'autres stations avec ce nom sur le réseau actuel? On ne connaît pas les noms, mais on assume que non. Merci. Je vais me permettre est-ce qu'il y a une question en présentiel peut-être? Je vais vous inviter à aller vers le micro avant de vous relancer la POC en arrière pour les questions en ligne. Merci. Bonsoir. André Boisvert. C'est plus un irritant au niveau des applications pour planifier un voyage. L'application Chrono montre qu'on prend l'autobus sur Jean Talon puis qu'on reste sur Jean Talon. Puis sur le site de la STM, quand on fait l'horaire de l'autobus, on voit qu'il passe sur Bélanger. Mais quand on fait un itinéraire, l'autobus passe sur Jean Talon. Puis comment qu'on fait le transfert puis notre timing, là, c'est juste que... Vu que ça va durer 4 ans, est-ce que ça va s'améliorer? Ouais, je vais juste vous rassurer, là, effectivement, ça va s'améliorer, ça va s'intégrer, puis ça va devenir le plus fluide possible. En raison là, du fait que les échéanciers du début des entraves n'étaient pas tout à fait connus, ni la mobilisation des détours, ça a fait en sorte que on ne pouvait pas non plus prévoir d'avance, puis finalement annuler. Donc, dans les prochains mois, là, vous devriez voir, là, en fonction des périodes d'assignation là, des chauffeurs, ça devrait devenir plus fluide. Donc, on a C'est pas au niveau des chauffeurs ou de ces choses-là. C'est vraiment au niveau des horaires qui sont planifiés. Donc, non, c'est au niveau que quand on prend l'application, que l'autobus, ça passe pas où est-ce qu'elle monte sur l'application. Ouais. Oui, non, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la planification du trajet
OK? Les données qui sont transmises à Google, à Chrono, à Transit, c'est des données qui viennent à même de la planification de la STM. Donc, étant donné que le parcours qui était planifié, donc le trajet initial de la 141 se faisait sur Jean Talon, c'est la raison pour laquelle c'est les données qui sont perçues dans le transfert pour les correspondances, pour les planificateurs d'itinéraires. Mais je vous rassure, là, dans les prochains mois, là, tout va devenir fluide. Ça va être comme si la 141, son parcours habituel, n'avait pas été affecté. Les correspondances vont bien se paramétrer. C'est vraiment une période qui est transitoire, malheureusement. Là, à même titre que si on avait un détour parce qu'il y avait une fuite d'eau ou n'importe quoi. Là, ça fait partie des irritants qu'on a encore dans le temps réel, puis je suis certain que les équipes vont bonifier ça. Ça fait déjà comme 2 mois que l'autobus passe sur Bélanger. Oui, les horaires sont mis à jour aux 6 mois, donc on les prévoit 6 mois d'avance, donc ça devrait venir prochainement, je suis désolé. Merci beaucoup. Si on doit fermer une journée due au travail que vous faites, qui va assumer les frais de la perte de notre clinique, par exemple, incluant le salaire des employés? Tantôt, je mentionnais qu'il n'y avait plus de coupure d'eau ou de coupure d'électricité. Là, je sais que dans le secteur Lacordaire, il y a eu une journée où on a dû le faire, mais là, ça sera plus le cas, en tout cas, pas du moins en raison des travaux là, du projet Ligne Bleue. Donc, puis comme aussi tous les commerces demeurent accessibles, je vois mal comment on pourrait là, vous imposer une fermeture là, de votre entreprise durant une journée. Merci. Est-ce qu'il y aura moyen de voir l'évolution du métro durant sa construction pour les gens qui seraient intéressés? Oui, il va y avoir plusieurs canaux de communication, de nouvelles, entre autres, là, sur notre site Web. À même le site, on a, puis vous pouvez voir, là, il y en a déjà à la station P9, c'est déjà fait. On a ce qu'on appelle un balcon d'observation. Donc, c'est vraiment une zone qui est découverte. Elle est clôturée, mais il n'y a pas de mur anti-bruit ou de cloison là, opaque. Donc, vous pouvez voir le chantier. Sur le balcon d'observation de la station P9, vous voyez à même la rue P9, quasiment à l'intersection Jean Talon. Donc, vous avez vraiment une vue sur la zone d'excavation. Il va y avoir la même chose dans chacune de nos stations. Donc, entre autres, à Lacordaire, là, ça sera possible de voir le chantier là, dans cette petite fenêtre-là. Abonnez-vous à l'infolette pour avoir l'avancement des travaux. Puis abonnez-vous à toutes les stations, comme ça vous allez pouvoir voir sur chacune des stations l'avancement. Puis à un certain moment, ce qu'on aimerait aussi, c'est quand même suivre l'évolution du tunnelier puis des grandes opérations. Merci. Est-ce que le boulevard Lacordaire nord-sud sera entravé pendant les travaux? Entravé seulement partiellement. Donc, les voies de circulation, il va y en avoir une en chaque direction qui va demeurer accessible là, durant toute la durée des travaux. On ne fait que prendre une voie de circulation pour le chantier. À quelle date prévoit-on réouvrir la rue Jean Talon à la circulation automobile? Comme je disais, on va faire le plus vite qu'on peut. Par contre, avec les travaux qu'on a à faire à même la rue Jean Talon, on prévoit un 4 ans minimum là, de fermeture. En réalité, il faut savoir que là, les premiers contrats d'excavation sont octroyés. Après ça, on a les contrats de construction de stations et en fin de compte, de la partie génie civil qui est de la rue. Donc, quand on parle de 4 ans, c'est vraiment c'est le minimum, puis on va sûrement même aller un peu plus loin. Mais comme on n'a pas encore octroyé les contrats, on n'a pas encore regardé notre stratégie, on va dire, pour la surface, il nous reste ces éléments-là. Fait que s'avancer sur une date fixe, on fait juste vous dire, c'est sûr que ça ne sera pas avant cette date-là. Merci. Quelle sera la hauteur de la station Lacordaire du côté nord-est? L'édicule, là, qui est vraiment le bâtiment en surface d'une station de métro, va avoir 2 étages. Donc, dans le fond, il y a l'étage principal, là, qui est au niveau rez-de-chaussée, on va dire, qui est l'étage public. Puis, au-dessus, il y a un petit étage pour nos équipements là, de l'entretien, qui est une zone qui est non accessible au public, mais qui sera là. Donc, il faut prévoir un 2 étages, je veux dire, commercial, là, puisque la hauteur des plafonds au rez-de-chaussée est un peu plus élevée qu'on va retrouver dans une résidence, mais c'est un 2 étages. Combien de temps va durer la période des travaux d'excavation?
Les travaux d'excavation là, pure, là, où on vient vraiment creuser puis excaver le roc, on prévoit les terminer d'ici la fin de l'année 2026. Donc, c'est un bon 2 ans à peu près en tout et pour tout. Ça inclut le tunnel en station aussi, qui sera beaucoup plus transparent pour vous, là, puisque ça se fait vraiment en souterrain. Donc, ça sera moins visible là, à l'œil. Est-ce que la circulation automobile entre Viau et Lacordaire sur Jean Talon restera possible? Oui, toujours via même entre Viau et Lacordaire. Donc, dans le fond, Viau est entravé à l'ouest, Lacordaire est entravé à l'est. Donc, même ces deux boulevards-là, vous pouvez circuler sur Jean Talon. Mais même à ça, les rues secondaires sont toujours perpendiculaires, là, sont accessibles. Donc, il y a possibilité entre deux entraves là, de circuler sur la rue Jean Talon. Comment prendre l'autobus 32 Nord ou à quel endroit? Donc, comme mentionné précédemment, là, le plus sûr pour prendre l'arrêt de la 32 en direction nord, ça va être vraiment à Bourdaloue. Donc, par contre, du début des mobilisations, on va avoir des gestionnaires sur le terrain qui vont essayer de regarder, voir s'il n'y a pas possibilité de déplacer le plus près possible de Jean Talon. Donc, ce qu'on vous présente, l'arrêt à Bourdaloue, c'est vraiment le pire scénario qui pourrait être envisagé. Ah, le côté nord, vraiment à Paimpol, là. Je penserais, je serais bien surpris qu'on puisse le mettre plus près, plus au sud de Paimpol, là, ça serait étonnant. Combien coûtera au total les contrats des travaux qui seront entrepris? En fin de compte, le budget autorisé est de 7,4 milliards pour l'ensemble. Donc, ce n'est pas juste les contrats, c'est le financement, c'est l'ingénierie, c'est le suivi, etc., etc. C'est difficile de mettre un prix juste sur certains travaux, comme les contrats ont été donnés de façon à par lot. Et même des fois, on prend comme exemple dans un secteur, Sarah s'occupe vraiment des excavations de 3 stations et d'un tunnel. Donc, de mettre une valeur sur un lieu, c'est difficile. Merci beaucoup. Allez-vous? Oui. Je vais quand même prendre le soin de vous rappeler que vous pourriez toujours poser une question en présentiel. J'ai l'impression que vous nécessitez une petite motivation supplémentaire en présentiel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, je sais que la station Lacordaire, un certain temps, c'était prévu pour être une station qui allait croiser le REM de l'Est. Fait que là, moi, je me demande si c'est abandonné. Donc, est-ce qu'ils vous ont demandé quand même de prévoir quelque chose par rapport à ça? Bien, il y a deux éléments qui sont... on a déjà le bâtiment, puis c'est quand même intéressant de le montrer, là. Le bâtiment, en fin de compte, qui est l'ancien Pharmaprix, qu'on a fait une murale dessus en attendant. C'est un bâtiment qui a été acquis pour avoir le terrain de l'autre côté, en futur d'un futur raccordement à un mode structurant. Donc, c'est encore dans nos plans. On a le bâtiment, etc. Et ça reste que notre station a été pensée à l'intérieur, avoir un secteur qui donne dans ce secteur-là pour un jour faire un tunnel pour rejoindre l'autre côté. Mais c'est une zone qui est pensée, c'est une zone qui est prévue pour ça, mais il n'y a aucun tunnel qui est débuté. OK. Puis j'en avais une autre aussi. Je sais qu'il y a la caverne de Saint-Léonard, là, dans le Plaque Pideau aussi. Puis que ça se prolonge quand même pas mal, vers le nord, vers le sud. Je ne sais pas si vous avez ils ont trouvé des choses quand ils ont fait des forages par rapport à ça, ça pourrait pas venir. Bien, on a un secteur à partir de, je vous dirais, SO4 jusqu'à Anjou, on a un secteur, ce qu'on appelle des failles. Donc, je ne crois pas qu'on va passer dans les fameuses cavernes, mais on a un secteur qui est plus sensible à cet endroit-là, qu'on a vu certains enjeux. C'est une des raisons pourquoi la stratégie d'aller avec un tunnelier, ça fait en sorte qu'on a moins d'enjeux dus au changement de géologie. OK. Mais vous pouvez pas. Si ça fait un vide dans quelque chose, qu'il y a une rivière qui passe, ça. À date, nos forages ne nous ont pas montré des rivières souterraines. OK, parce qu'il y a eu des surprises dans le passé. Oui, mais il y a des endroits comme. Il y a des endroits, comme je l'ai mentionné, c'est à des endroits, quand on a vu qu'il y avait des zones sensibles, on est allé faire encore plus de forages pour venir
soit dire oui, effectivement, il y a tel enjeu, puis on a modifié notre ingénierie pour faire face à ces enjeux-là, ou à des endroits, on a descendu notre tunnel plus profond pour passer sous l'enjeu. OK. Merci. On ne peut pas tout prévoir, mais on essaie. Non. Merci beaucoup. Je vous retourne le micro pour les questions en ligne. Merci. Est-ce que la Ville va émettre des permis de résidents aux zones à proximité des endroits qui seront desservis par la ligne bleue? Des permis de stationnement? Des vignettes? Il est encore trop tôt pour parler de ce qui va se passer à la mise en service du prolongement. On parle de 2031. Donc, d'ici là, c'est certain que nous sommes en discussion avec l'arrondissement et la Ville-Centre. Mais après ça, c'est plus une juridiction de l'arrondissement de regarder ce qu'ils font du côté de quand il va y avoir une mise en service. Allez-vous enlever la voie réservée Bélanger sur la rue Bélanger entre l'Accordeur et l'Angelier? Il y a moins de trafic à cet endroit, donc pas besoin d'une voie réservée qui enlève plusieurs espaces de stationnement aux résidents. Donc, non, à court terme, là, on ne prévoit pas de la retirer. Par contre, il y a des analyses qui sont en cours là, pour bien identifier que le besoin correspond à ce qui avait été prévu. Donc, au besoin, on va moduler les heures de mise en service, puis on va s'adapter à la réalité des déplacements dans le secteur. Merci. Nous avons une question spécifique. Permettre le virage vers le nord avec priorité au coin de Paimpol et Lacordaire en provenant vers l'est du parc Lado-Versière. Donc, la personne demande si ce serait possible de permettre le virage vers le nord à cet endroit-là, car parfois, elle doit attendre 3 lumières pour tourner à gauche vers le nord, depuis les travaux préparatoires de la station Lacordaire en 2020. OK. On pourra regarder, on va faire la vérification avec, en fin de compte, l'arrondissement et la Ville-Centre, mais nous, présentement, ce n'est pas une manœuvre qu'on voit qui serait intéressante parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut faire, c'est on ne veut pas envoyer vers les rues alternatives du transit. Puis présentement, c'est un peu ça qu'on voit là. Mais on pourra regarder plus en détail cette demande-là. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question dans le fil de discussion. Quelle est la date de début de l'excavation du tunnelier entre Pineuf et Anjou? Le tunnelier va arriver, c'est un peu un Lego, là, il arrive en pièces détachées à partir de l'automne prochain. Le temps de l'assembler sur le site, on prévoit qu'il démarre au printemps 2026. Il va être en opération pendant environ 2 ans pour se rendre jusqu'à la station Anjou. Merci beaucoup. Je vais me permettre de faire une dernière relance également pour les questions en présentiel, si jamais. Super. C'est ce qui met fin à la séance d'information de ce soir. Donc, comme mentionné, l'équipe du projet Ligne Bleue reviendra vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet. D'ici là, vous pourriez consulter la page web projetlignebleu.info et vous inscrire au bulletin électronique. Vous pourrez choisir de recevoir les dernières nouvelles sur le projet dans son ensemble ou seulement dans votre secteur. Il s'agit du meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux qui sont prévus et des tribunes d'infos à venir. Nous vous invitons également à répondre au sondage d'appréciation. Vous voyez, pour les personnes en présentiel, vous avez un code QR que vous pourriez scanner, et pour les personnes en ligne, il y a un lien qui vous est transmis également dans le chat. Enfin, nous sommes présentement en appel de candidature pour le comité de bon voisinage du secteur Lacordaire. Sarah vous l'a expliqué un peu plus tôt, mais si vous aviez des questions à ce propos, n'hésitez pas à rester à la fin également. Si vous souhaitez en faire partie, vous pourriez toujours remplir le formulaire sur la page web du chantier Lacordaire ou laisser vos coordonnées à la table d'accueil au moment de quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et de l'intérêt que vous portez envers le projet du prolongement de la ligne bleue et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous également.